Je vais laisser la présentation à ma collègue Anne qui va diffuser votre PowerPoint en même temps que vous parlerez. Et donc, je reste à votre disposition si besoin. Et sinon, on se retrouve après votre présentation. Merci beaucoup à tous les deux. Bien, merci madame. J'avais un petit problème, là, mais c'est réglé manifestement, à la fois de caméra et de micro. Merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. On a l'habitude de faire cette présentation avec Olivier en duo, mais juste avant de commencer, et peut-être même de présenter le PowerPoint, mais l'un n'empêche pas l'autre, je voudrais vous dire pourquoi on a fait cette enquête. Je travaille effectivement parmi mes activités avec l'Institut Montaigne, et il y a quelques années, en 2020, lors d'une réunion où on était rassemblés, ce qu'on appelle dans un jargon les fellows, c'est-à-dire les personnes associées à cet institut, chacun présentait les projets qu'il aurait voulu, qu'il voulait aborder. Et j'avais proposé le sujet de la jeunesse parce que, pour plusieurs raisons, d'une part parce que j'étais pas très satisfait par un certain nombre de publications qui étaient consacrées à la jeunesse, et notamment qui insistaient beaucoup sur une sorte de rupture générationnelle complète qui aurait existé entre les jeunes d'aujourd'hui et les générations antérieures. Puis aussi beaucoup de clichés sur ces jeunes, pas politisés, tous convertis à un certain type d'idéologie, ce qui était un peu paradoxal. Enfin, il y avait beaucoup d'interrogations. Puis, je dois dire que ma propre interrogation était nourrie de mon activité de professeur, où parfois je ne comprenais pas mes étudiants, c'est vrai, et aussi, je dois dire, comme père de famille, où parfois les rapports étaient un peu compliqués avec les jeunes générations. Alors, cette interrogation a nourri l'idée de faire une enquête sur la jeunesse, et elle a été acceptée par la direction de l'Institut Montaigne, et donc j'ai fait appel à mon collègue Olivier Galland, qui va donc commencer cette présentation, pour une bonne raison, c'est qu'Olivier est un de nos meilleurs spécialistes sur la jeunesse, c'est sa spécialité, il travaille depuis des années sur ce sujet, et donc c'était tout à fait normal que ce soit lui qui guide et qui oriente cette recherche, même si on a travaillé ensemble. Donc je laisse maintenant Olivier vous présenter les premières diapositives de cette enquête. Merci Marc. Alors on peut passer la diapositive suivante. Voilà. Alors un mot d'abord sur le dispositif d'enquête. Donc voilà, on voulait faire une enquête vraiment sur un gros échantillon. Alors vous voyez, donc là on a interrogé 8000 jeunes, donc un échantillon représentatif de 8000 jeunes. Pourquoi on voulait un gros échantillon? Bien parce que précisément un des objets de l'enquête, c'était d'essayer de cerner les, les aspects, les différents aspects de la jeunesse, les différents types de jeunes, parce que sur un échantillon de 1000, on a voilà, des données moyennes, et on a du mal à entrer dans le détail sur les clivages qui peuvent exister à l'intérieur même de la jeunesse. Et on verra d'ailleurs qu'il y en a effectivement, qu'il y a effectivement des clivages importants à l'intérieur du groupe des jeunes. Donc, on a interrogé 8000 jeunes de 18 à 24 ans. Et puis, on a eu l'idée aussi de comparer cet échantillon de jeunes à un échantillon de la génération des parents et de la génération des baby-boomers, la génération à laquelle moi-même j'appartiens. Voilà. Et on a abordé différents thèmes dans l'enquête, 4 thèmes principaux. La vie quotidienne des jeunes avec leurs choix, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, leurs engagements et leur rapport à la politique et à la démocratie, un certain nombre de questions sur l'avenir et le rapport qu'ils entretiennent à la société, et enfin un module sur à la fois la santé et le Covid-19, puisque cette enquête survenait juste à la fin un peu de la pandémie, et donc c'était intéressant de voir quel effet cette pandémie avait pu avoir sur un certain nombre d'aspects de la vie des jeunes. Alors évidemment, on ne va pas présenter l'ensemble de ces résultats. D'ailleurs, je signale que le rapport de l'Institut Montaigne, qui s'appelle Jeunesse plurielle, est téléchargeable sur le site de l'Institut Montaigne. Donc pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent s'y reporter. Alors on va vous présenter quelques-uns des résultats. Si on peut passer à la vue suivante. Voilà. Alors d'abord, donc, peut-être quelques mots sur
la vie quotidienne des jeunes et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans cette vie quotidienne. Alors d'abord, il y a quand même une première nouvelle qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que vous le voyez, 82% des jeunes se disent globalement heureux, soit très heureux, soit plutôt heureux. Voilà. Donc ça dément un peu l'idée très pessimiste qu'on a en France de la situation de la jeunesse. En fait, une large majorité des jeunes se sent relativement bien dans sa vie. Alors bien sûr, il y a quand même 18% qui se disent plutôt malheureux ou très malheureux. Donc c'est quand même un chiffre important, mais enfin, globalement, il y a quand même une large majorité des jeunes qui se disent heureux. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ces jeunes ne rencontrent pas de difficultés. Et vous voyez, donc là, on a listé un certain nombre de domaines en leur demandant si c'était facile ou pas facile pour eux. Et là, le graphique qui vous est présenté ici montre les domaines qui sont jugés difficiles, très difficiles ou plutôt difficiles. Alors à la fois pour les jeunes, c'est la barre bleue, pour la génération des parents, la barre orange, et pour la génération des baby-boomers, la barre grise. Et on a classé par ordre décroissant de difficulté les différents domaines. Alors le premier domaine, les jeunes rencontrent des difficultés, c'est les questions d'argent. Ce n'est pas très surprenant parce que quand on commence sa vie active, bien souvent on est engagé dans un emploi au niveau du SMIC, et bon, voilà, donc c'est difficile effectivement de commencer sa vie avec un niveau de salaire au niveau du SMIC, de trouver un logement. D'ailleurs, on voit que également la question du logement est une question où les jeunes rencontrent plus de difficultés que la génération des parents ou que la génération des baby-boomers. Alors, il y a un autre domaine, il y a deux autres domaines où les jeunes se distinguent aussi par un niveau de difficulté plus élevé, c'est les relations amoureuses. Alors ça nous a un peu surpris. Enfin, 43% des jeunes disent que c'est un domaine qui est difficile pour eux. Voilà, alors la jeunesse, c'est l'âge de l'amour, mais oui, mais ce sont aussi des relations qui peuvent être compliquées et difficiles. Et puis les études. Alors, le fait que les jeunes ressentent plus de difficultés concernant leurs études plutôt que la génération des parents ou des baby-boomers n'est en soi pas très surprenant parce que les études, c'est très loin pour ces générations, alors que pour les jeunes, c'est actuel. Mais quand même, le fait que 41% des jeunes ont des difficultés concernant leurs études est un signe inquiétant. Et d'ailleurs, j'y reviendrai dans la suite. Alors, ce qui atténue quand même ces difficultés, c'est le fait que les parents aident leurs enfants, leurs grands-enfants. Et effectivement, ils le font. Et ils le font d'ailleurs, les jeunes le reconnaissent. Vous voyez que 69% des jeunes disent que les parents les aident juste comme il faut, et quand même 18% déclarent qu'ils le font même trop. Donc voilà, il y a une aide des parents qui est importante, les jeunes le reconnaissent, et cette aide des parents, elle contribue très fortement à atténuer les difficultés des jeunes et à atténuer le ressenti de ces difficultés. Parce que le fait, c'est ce que montre notre étude, le fait d'entretenir de bonnes relations avec son entourage proche, avec ses parents, mais aussi avec ses amis, est une composante essentielle du bien-être des jeunes. Plus ces relations avec les parents et les amis, avec l'entourage sont bonnes, plus les jeunes se sentent heureux. Et cet effet de la qualité des relations sociales avec les proches est plus important sur le sentiment de bien-être que la situation matérielle, même si la situation matérielle joue également un rôle important. Alors, on peut passer à la vue suivante. Alors oui, je voulais revenir, si on peut passer à la vue suivante, s'il vous plaît. Voilà.
je voulais revenir sur cette question des difficultés scolaires. Vous voyez que, donc je l'ai dit tout à l'heure, 42% des jeunes ressentent des difficultés scolaires. Il me semble que c'est un chiffre important et relativement inquiétant. Il ne nous a pas surpris parce que beaucoup d'études, beaucoup d'enquêtes, par exemple l'enquête de l'OCDE, montrent que le système éducatif français rencontre pas mal de difficultés, qu'il n'est pas extrêmement performant pour délivrer les bonnes compétences aux jeunes et qui ne parvient pas également à donner confiance aux jeunes dans leur avenir et dans leur situation personnelle. Donc on a un gros problème avec le système éducatif en France. Et le graphique suivant illustre aussi le fait que, alors voilà, qu'on a un gros problème avec l'orientation. Il y a une proportion importante de jeunes qui se disent insatisfaits de leur orientation, notamment dans les filières professionnelles. Dans les filières professionnelles, vous voyez que 35% des jeunes se déclarent insatisfaits de leur orientation. Ça, on le sait depuis longtemps, ce n'est pas quelque chose qui m'a surpris. On sait que l'orientation, notamment dans les filières professionnelles, est vécue le plus souvent comme une orientation subie et non pas comme une orientation choisie, ce qu'elle devrait être normalement. Et ça, c'est assez grave parce que ça a un effet délétère sur le sentiment d'utilité des études. Et c'est ce qu'illustre le petit graphique qui vous est présenté dans le bas de cette diapositive. Vous avez en ordonnée le pourcentage de jeunes qui trouvent les études inutiles. Et en abscisse, vous avez à la fois les niveaux d'études des jeunes, inférieurs au bac, niveau bac, bac plus 2, bac supérieur à bac plus 2, et les barres bleues et oranges indiquent les jeunes qui se considèrent comme bien orientés ou mal orientés. Et vous voyez que parmi les jeunes qui ont le niveau d'études le plus bas, inférieur au bac, le fait d'avoir le sentiment d'avoir été mal orienté a un effet absolument massif sur le sentiment de considérer les études comme inutiles. 55% des jeunes de niveau d'études inférieur au bac qui considèrent avoir été mal orientés pensent que les études sont inutiles. Donc ça, c'est grave parce que ça détourne donc les jeunes. Cette mauvaise orientation, finalement, contribue à détourner les jeunes des études et probablement obère ensuite les possibilités de remédiation post-scolaire. Donc voilà, ça c'est quelque chose effectivement d'assez inquiétant. Alors on peut passer à la vue suivante, si vous voulez bien. Voilà. Alors on a interrogé les jeunes également sur leurs attitudes à l'égard du travail. Et on leur a demandé, parmi ces différents types d'emplois, quel est celui qu'ils choisiraient en premier. Là, on a classé leur choix à nouveau par ordre décroissant. Et là, on compare à nouveau les jeunes, la barre bleue, avec les parents, la barre orange. Alors, vous voyez que c'est classé par ordre décroissant. Et le premier choix d'un emploi pour les jeunes serait un emploi dans un domaine qui les passionne. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les jeunes n'ont pas, contrairement à ce qu'on entend parfois, une attitude purement utilitariste ou instrumentale par rapport au travail. Alors bien sûr, le second choix, c'est avoir un bon salaire, mais le premier choix, et de loin, c'est un emploi dans un domaine qui vous passionne. Donc voilà, les jeunes veulent s'investir dans le travail, ils veulent choisir un emploi dans lequel ils peuvent se réaliser, dans lequel ils peuvent s'épanouir. Ça, c'est, me semble, une question très importante. Et ce qui est un peu surpris, c'est que vous voyez que ce qui vient en dernier, c'est un emploi socialement responsable et dans une entreprise socialement responsable et attentive à l'environnement.
il n'y a que 4% des jeunes qui choisissent cet item. Alors, jeunes, pour répondre à cette question, probablement, si on avait dit premier choix, deuxième choix, probablement, peut-être, cet item serait remonté fortement, c'est possible, dans le deuxième choix. Mais en tous les cas, en premier choix, ce n'est pas ce qui vient en priorité. On peut passer à la vue suivante. Alors, dernier aspect sur cette vie quotidienne des jeunes, on leur a demandé de poser des questions sur les lieux où ils voulaient aller vivre. Alors, d'abord, on leur demande est-ce qu'ils veulent continuer à vivre dans la région où ils résident actuellement ou est-ce qu'ils veulent bouger dans une autre région, voire même à l'étranger. Et vous voyez que les jeunes sont plutôt mobiles. Vivre et travailler au pays, qui était un slogan qu'on a entendu dans les années 70-80, c'est pas trop leur truc, finalement, puisque vous voyez qu'ils veulent plutôt bouger. En tous les cas, ils le veulent beaucoup plus, génération plus âgée. Seulement 48% des jeunes disent qu'ils veulent continuer à vivre dans la région où ils résident. 31% veulent aller vivre dans une autre région. Et 21% même, c'est un chiffre important qui nous a surpris, veulent aller vivre à l'étranger. Donc voilà, ce sont des jeunes plutôt mobiles, en tous les cas plus mobiles que les générations précédentes. Et où veulent-ils aller vivre? Dans quel type de ville veulent-ils aller vivre? Alors plutôt, vous voyez, dans des villes moyennes ou même dans des grandes villes de province. Moins dans la campagne, encore dans un village. Donc les jeunes, préférentiellement, veulent vivre dans un cadre urbain. Parce que c'est là, probablement, d'abord, où ils ont le plus de chances de trouver un emploi. C'est là aussi où il y a plus d'offres en termes de loisirs, en termes culturels. Par contre, vous le voyez, l'agglomération parisienne est très fortement délaissée. Seuls 8% des jeunes disent vouloir aller vivre dans l'agglomération parisienne. D'ailleurs, on sait bien que Paris et sa région perdent des habitants aujourd'hui. Paris est une ville très chère et finalement peu accueillante pour les jeunes. Voilà, maintenant je laisse la parole à Marc pour vous présenter la suite de notre étude. Et on peut passer la vue suivante. Merci Olivier. Effectivement, on va passer à une série de diapositives qui tournent autour des questions pour parler largement de politique. On essayait de comprendre un peu qu'est-ce qui intéressait justement ces jeunes de 18 à 24 ans. Alors sur cette première diapositive, on a essayé d'identifier quels sont les sujets prioritaires des jeunes et des autres générations. Comme vous voyez, la thématique qui arrive en tête, c'est les violences faites aux femmes. C'est-à-dire 77%, c'est absolument considérable, sont véritablement considérés comme un sujet absolument prioritaire pour les jeunes. Je tiens à dire que sur cette question, c'est peut-être relié à quelque chose qui n'apparaîtra pas dans ces diapositives, mais qui est dans l'enquête, c'est-à-dire qu'il y a près de 28% de femmes, de jeunes femmes qui disent avoir été victimes de violences sexuelles. Alors, on ne pouvait pas poser les détails des questions, mais ça nous a vraiment particulièrement marqué. Mais vous voyez en même temps que sur cette première indication, les violences faites aux femmes, il y a effectivement une disparité, une différence par rapport aux générations antérieures. Et c'est la même chose sur le racisme, c'est la même chose aussi sur la faim dans le monde, c'est la même chose sur l'écologie, sur les inégalités. Vous voyez que c'est des thématiques qui pour les jeunes sont absolument importantes, considérables, et en ce sens-là, c'est une dimension bien évidemment de la politique, c'est leur forme de politisation.
désintéressés par la politique, en tout cas une grande partie d'entre eux. On va nuancer tout à l'heure quand Olivier va vous présenter ce qu'on a appelé les 4 groupes générationnels de cette jeunesse, les 4 sensibilités qu'elles ont. On voit qu'il y a un très grand intérêt à ces questions et des différences par rapport aux générations précédentes. J'attire votre attention sur les 3 dernières indications, c'est-à-dire les droits LGBT, les questions de religion et de laïcité et les questions du genre. Pourquoi? Parce que très souvent, et on va y venir dans les diapos suivantes, il y a cette idée, cette jeunesse est très très marquée par ce qu'on appelle la théorie du genre, par ce qu'on appelle parfois aussi le wokisme. Et on voit que bien sûr, c'est un sujet pour ces jeunes important et qui les différencie fortement des générations antérieures. Les droits LGBT, 35% des jeunes de 18 à 24 ans considèrent que c'est important, contre 17% pour les parents et 14% pour les boomers. 28% pour les questions de genre pour les jeunes et simplement 12 et 11% pour les générations antérieures. Mais en même temps, dans notre questionnaire, ça arrive très loin derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas la priorité des priorités, mais c'est quelque chose qui est ressenti par ces jeunes de 18 à 24 ans. On va passer du coup à la slide suivante qui est reliée à la diapositive suivante où on a présenté d'une manière un peu provocatrice. Les jeunes ne sont pas massivement gagnés au wokisme mais manifestent une sensibilité différente des autres générations. Alors le wokisme, c'est encore aujourd'hui, ce matin, je crois que dans le Figaro, il y a encore un article sur le wokisme. Ça motive, ça mobilise beaucoup à la fois ceux qui sont favorables à toutes ces questions liées aux sensibilités sur les questions justement de violence faites aux femmes, sur les questions de genre, sur les questions de racisme, sur la lutte contre les discriminations, et ceux qui considèrent que justement c'est quelque chose de particulièrement périlleux parce que ça met en cause d'une certaine façon, tous nos références républicaines et laïques. Alors, évidemment, on n'a pas posé la question directement en utilisant le mot wokisme. On a fait une série de questions, vous en avez sélectionné ici. Les sociétés qui ont un passé colonial comme la France ont été et deviennent racistes. Êtes-vous d'accord avec cela? C'est évidemment une allusion à justement cette dimension du wokisme, c'est-à-dire là, il y a un racisme structurel en France. Et vous voyez que effectivement, il y a quand on regarde le détail, tout à fait d'accord. Oui, chez les jeunes, 11% pensent cela, avec une différence importante avec les générations antérieures, mais qu'en même temps, 11% de jeunes de 18 à 24 ans qui sont tout à fait d'accord avec cette proposition, c'est-à-dire que la France, comme d'autres pays qui ont eu un empire colonial, a été et demeure raciste, c'est une infime minorité de nos jeunes. 35% sont plutôt d'accord. Et là, l'écart se réduit avec les générations antérieures, comme il se réduit dans l'autre proposition, plutôt pas d'accord. Donc, c'est pour cela qu'on a résumé en disant oui, bien sûr, il y a une sensibilité incontestable, différente des autres générations, mais qu'en même temps, c'est un phénomène qui reste minoritaire parmi les jeunes de 18 à 24 ans, contrairement à ce que beaucoup d'essayistes ne cessent de souligner en disant toute notre jeunesse est gagnée à ces questions de théorie du genre, de racisme structurel, même si, on va y revenir tout à l'heure, et c'est toute la complexité de notre étude, mais parce que justement le sondage est particulièrement riche, on va pouvoir identifier des groupes de jeunes. Si vous voulez, notre thèse fondamentale à l'issue de ce travail, c'est de dire qu'il y a à la fois une jeunesse, bien sûr, et des jeunesses. Et cette dialectique qu'il faut maintenir en permanence, cette unicité de la jeunesse et sa diversité. On va voir d'ailleurs la même illustration avec la diapositive suivante, toujours autour de ces questions de ce qu'on appelle le wokisme. On a posé la question sur la théorie du genre, mais avec une question pratique. Est-ce que, selon vous, toutes les différences entre hommes et femmes sont artificielles ou et produites uniquement par la société, est-ce qu'elles sont naturelles en quelque sorte ou est-ce qu'elles sont le produit d'une société? Et là aussi, pour notre, je dois dire, je crois Olivier qu'on peut dire pour notre surprise, on a vu que les jeunes de 18, on voit que les jeunes de 18 à 24 ans sont eux-mêmes divisés là-dessus. 45% d'entre eux pensent que les différences sont liées
sont naturelles et 55% qu'elles sont construites par la société. La fameuse phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme mais on devient femme. En même temps, on s'aperçoit qu'ils se différencient des autres générations. Et c'est ce qui apparaît donc sur ce document. On voit qu'il y a des différences importantes, mais aussi qu'on voit qu'il y a des différences entre garçons et filles, entre hommes et femmes. Comme vous le voyez sur le premier élément, la première colonne, 61% des jeunes femmes pensent que ces différences entre garçons et filles, entre hommes et femmes, sont le produit de la société, alors que c'est 49% des garçons et des hommes. Donc, on voit qu'il y a là un élément très important. Il y a une sensibilité, effectivement, des jeunes sur ces questions, mais on voit aussi qu'il y a des différences entre hommes et femmes. On va voir la diapositive suivante, où on voit que effectivement il y a cette sensibilité à la question écologique, c'est tout à fait important, c'est incontestable, mais qu'en même temps on s'est dit bon très bien, on s'attendait à cette question que les jeunes sont très sensibles au changement climatique, qui sont très sensibles à toutes les questions écologiques, que c'est leur planète, que parfois nous dit-on ils s'opposent aux générations antérieures qui auraient laissé un héritage catastrophique, et donc très bien, on a enregistré tout cela, mais on leur a posé des questions très pratiques pour savoir que justement qu'est-ce que ça signifie dans la vie quotidienne. Et c'est une question qu'on a posée aussi évidemment aux générations antérieures. Alors évidemment, renoncer au téléphone 5G, ben, on voit que a priori les jeunes ils sont très favorables. On s'est interrogé ensuite quand on a eu le résultat, est-ce que c'est pour le moment, ils ne sont pas encore passés à la 5G, mais en tout cas, on a pu le constater. On voit aussi que, par exemple, sur la réduction de la consommation de viande, ça renvoie à des débats assez vifs, particulièrement à gauche en ce moment. Je pense à Sandrine Rousseau contre Fabien Roussel ou Fabien Roussel contre Sandrine Rousseau. On voit que beaucoup de jeunes, d'une proportion assez importante, plus de 25%, sont prêts à renoncer à la consommation de la viande. Mais on que les différences sont très faibles entre générations. Et en revanche, ce qui est tout à fait étonnant, c'est sur le fait de ne pas prendre l'avion. Là, effectivement, beaucoup de jeunes considèrent qu'ils ne veulent plus prendre l'avion, mais c'est plutôt de ce point de vue-là, les générations plus anciennes qui y renoncent, peut-être parce qu'ils ont déjà, bien évidemment, beaucoup voyagé et que pour eux, renoncer à l'usage d'un avion pose moins de difficultés que pour les générations antérieures. Renoncer à la circulation en voiture, ça les générations plus anciennes ont beaucoup de mal à le faire, sans doute parce que c'est leur habitude. Les jeunes, peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas encore accès aux automobiles, sont prêts à renoncer plus facilement. J'attire votre attention sur l'avant-dernière colonne parce que ça renvoie à tout un débat. On a pu lire certains essayistes qui disent c'est la catastrophe avec cette jeunesse, ils ne veulent plus faire d'enfants, c'est véritablement no future, pas de futur, et par conséquent c'est une génération totalement pessimiste. Alors attention, 18-24 ans, c'est encore un âge où, surtout en France, où on ne conçoit pas le premier enfant. L'âge moyen, tu me corrigeras Olivier, pour les femmes en France, c'est plutôt de 28 ans, 29 ans pour le premier enfant. Donc effectivement, on a retardé, comme on le sait, la conception du premier enfant. C'est encore plus âgé, par exemple en Italie, d'où je vous parle en ce moment, où les femmes ont leur premier enfant en moyenne à plus de 30 ans. En France, c'est 28-29 ans, mais on voit qu'effectivement, il y a une petite minorité incontestable de jeunes qui pensent renoncer à avoir d'enfants pour ne pas augmenter la population mondiale sur cette planète parce que ça la mettrait en danger. Alors attention, l'interprétation est compliquée. Est-ce que c'est parce que c'est une conviction idéologique ou est-ce que c'est parce que le premier enfant, c'est quand même une perspective encore assez lointaine pour ces 18-24 ans? Vous voyez, toujours l'importance de cette enquête, c'est de montrer toutes les nuances que l'on peut apporter à ce qui parfois est présenté sous forme de, selon nous, de clichés. On va voir la diapositive suivante, qui est effectivement le résumé d'une série de questions qu'on a posées sur la politique. Avant de l'aborder, je dirais que une grande partie des jeunes considèrent à 69%, par exemple, on ne l'a pas mise ici dans cette diapositive, hein, je le précise, 69% des jeunes
pense que c'est important de voter, même si à peine 1 sur 2, et ça c'est une différence très importante par rapport aux générations antérieures, pense que c'est important de vivre dans une démocratie. Hein. Simplement 1 sur 2, alors que les proportions sont beaucoup plus importantes dans le reste des générations antérieures. 55% d'entre eux considèrent qu'ils n'ont pas de préférence partisane. Et ce que l'on a ajouté ici dans cette diapositive que vous voyez, c'est qu'on leur a dit, bon, est-ce que vous pouvez vous positionner sur la fameuse échelle gauche-droite classique de l'offre, ce qu'on appelle en sociologie politique l'offre politique. Et vous voyez cette proportion considérable de près de 43% de jeunes qui disent on ne peut pas et qui ne peuvent pas se reconnaître dans l'offre politique. Et on voit là la différence très importante avec les générations antérieures. Là, oui, incontestablement, cette jeunesse aujourd'hui ne se reconnaît pas dans l'offre politique, alors que les générations antérieures sont quand même tout à fait capables de se positionner, même si elles peuvent contester les différentes formations ou les différents leaders politiques, mais sont capables et se déclarent d'accord pour se positionner. Ce n'est pas le cas des générations antérieures. Et par exemple, sur la question écologique, sur les écolos, on leur avait demandé combien étaient prêts à voter pour eux, c'est à peine 11%. J'ajoute, et on pourra y revenir dans les questions, qu'en revanche, dans la jeunesse, il y a dans cette jeunesse de 18 à 24 ans, et c'est lié à tout le débat actuellement lié à la réforme des retraites, ou plus exactement aux manifestations sur la réforme des retraites, il y a une capacité, ou plus exactement une facilité à accepter la violence. On pourra y revenir dans les questions, on a beaucoup de données là-dessus, ça nous a beaucoup surpris, je vous en donne qu'une, près d'un jeune sur deux qui dit qu'il est tout à fait compréhensible de se confronter avec des élus, et 1 sur 2, allez, je vous en donne une deuxième indication, qu'on peut tout à fait insulter le chef de l'État, quel que soit celui ou celle qui occuperait cette fonction présidentielle. Je laisse maintenant Olivier nous présenter ce que nous avons regroupé en forme de 4 types de jeunes pour essayer justement d'avoir encore une approche la plus précise possible sur cette jeunesse, et notamment par rapport à la politique. Merci Marc. Oui, alors voilà, donc je vais vous présenter cette typologie en 4 types de jeunesse. Alors on n'a pas sorti ça de notre chapeau, hein, c'est un traitement statistique sur l'ensemble des réponses des jeunes aux questions sociétales et politiques. Et ce traitement aboutit donc à ces 4 types. Alors, le premier, on l'a appelé des démocrates protestataires. Vous voyez que c'est le plus important. Il regroupe 39% des jeunes. Alors, protestataires, parce qu'effectivement, ce sont des jeunes qui sont très sensibles aux questions sociétales que Marc a présentées tout à l'heure, notamment à la question de l'écologie, à la question du racisme, à la question des inégalités, et qui, pour manifester cela, privilégient des moyens protestataires, par exemple aller manifester ou s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais démocrates aussi, parce que ce sont des jeunes qui sont attachés très massivement à la démocratie représentative et qui répudient la violence politique. Et les jeunes qui appartiennent à ce groupe sont plus souvent des femmes. Alors, ça c'est intéressant. Plus souvent des femmes, plus souvent des jeunes d'un niveau d'études relativement élevé, plutôt universitaire, et plus souvent des jeunes issus de familles relativement aisées et avec un capital culturel, je reviendrai sur cette notion tout à l'heure, avec un capital culturel relativement élevé. Alors, le deuxième groupe, les désengagés, il est totalement à l'opposé de celui-là. Là, c'est 26% des jeunes. Là, ce sont des jeunes qui ne s'intéressent pas du tout à ces questions sociétales, qui sont en retrait sur l'aspect politique également, qui sont centrés sur leur vie personnelle, leur vie privée. Alors, ce sont plutôt des garçons, un peu plus souvent de milieu rural ou de petites villes, avec un niveau d'études plutôt inférieur au bac.
Alors ensuite, on a un troisième groupe qu'on a appelé les révoltés. Alors là, ce sont des jeunes qui effectivement sont beaucoup plus radicaux que les démocrates protestataires. Ils sont également sensibles aux questions sociétales, mais ils sont beaucoup plus radicaux. Ils se déclarent favorables assez massivement à un changement révolutionnaire de la société. Et eux, contrairement aux démocrates protestataires, ils ont une certaine tolérance pour la violence politique. Alors, ce sont des jeunes. Alors, dans ce groupe, les femmes sont également un peu surreprésentées, mais ce sont des jeunes qui sont plutôt en difficulté professionnelle et qui sont souvent aussi en difficulté personnelle. On a dans notre conseil scientifique qu'on avait constitué pour le suivi de cette étude, il y avait des psychologues qui nous ont donné le conseil d'introduire un certain nombre de questions qui permettent, ce sont des questions standards d'enquête psychologique, qui permettent de construire un indicateur de détresse psychologique. Et le pourcentage de jeunes qui sont en détresse psychologique parmi ce groupe des révoltés est nettement plus important que chez les autres groupes. Voilà, donc ce sont des jeunes qui sont mal à l'aise dans la société et mal à l'aise aussi personnellement. Alors le dernier groupe, les intégrés transgressifs, est un groupe un peu particulier, un peu difficile à définir et assez surprenant. C'est le groupe qui nous a le plus surpris parce que ce sont des jeunes qui montrent effectivement des signes d'intégration. Ils sont en emploi, plutôt en emploi. Ils sont intégrés dans leur localité. Ils ne sont pas particulièrement révoltés, mais ils sont transgressifs, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau de tolérance assez élevé à l'égard de la violence et aussi à l'égard de la déviance. Voilà. Donc, c'est un groupe assez paradoxal et dans ce groupe, les jeunes d'origine immigrée sont surreprésentés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont majoritaires, hein, et ça ne veut pas dire que tous les jeunes d'origine immigrée sont dans ce groupe, mais ils sont surreprésentés dans ce groupe. Et peut-être une des explications, enfin, un des facteurs qui peut l'expliquer, et ça, c'est un résultat qui nous a frappé. Marc vous a présenté tout à l'heure les résultats sur l'ensemble des jeunes concernant le racisme structurel. Eh bien, parmi les jeunes d'origine immigrée, il y a une proportion beaucoup plus importante que parmi les autres jeunes qui considèrent que la société française est une société structurellement raciste. Donc voilà, une partie assez importante des jeunes d'origine immigrée a le sentiment de vivre dans une société qui lui est foncièrement hostile. Alors j'ai vu qu'il y avait une question, qu'entend-on par déviance? On y reviendra peut-être tout à l'heure dans la réponse aux questions. Alors dernière diapo si vous voulez bien. Dernière diapo. Voilà. Les facteurs de clivage parmi les jeunes. Alors, d'abord, je dis un mot d'un clivage qui finalement s'est révélé inopérant, alors qu'au début, on pensait qu'il pourrait être assez structurant. C'est ce qui permettra de répondre à une question que j'ai vue apparaître sur le chat, dans ce que tu vas dire. D'accord. C'est le type de résidence dans lequel vivent les jeunes. Le type, est-ce qu'ils vivent plutôt en milieu rural ou plutôt en milieu urbain? On pensait initialement que ce facteur rural-urbain pouvait être un facteur de clivage important parmi les jeunes. Il s'est révélé que non. Il n'y a pas de différence significative entre les jeunes urbains et les jeunes ruraux sur les attitudes sociopolitiques. C'était le cas certainement il y a 50 ans, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Et l'explication probable de ça, c'est l'extraordinaire accroissement du niveau d'études. Aujourd'hui, on a 80% au niveau du bac, 50% d'une classe d'âge qui poursuit des études supérieures. Et donc ça contribue finalement à brasser les jeunes, ça contribue à faire en sorte que des jeunes de milieux sociaux différents, d'origines différentes, se rencontrent, cohabitent et échangent finalement et participent à une même culture de génération. Et donc ça efface en quelque sorte ce facteur du lieu de résidence. Alors par contre, il y a deux facteurs qui sont des facteurs de clivage extrêmement importants parmi les jeunes, le sexe ou le genre, si vous voulez, et le niveau d'études et le capital culturel familial. Alors le genre d'abord, parce qu'effectivement, c'est frappant dans notre étude, il y a d'importantes différences entre les garçons et les filles. Alors les filles et les femmes sont à la pointe des questions sociétales. Elles sont plus sensibilisées à ces questions sociétales que les garçons. Mais, par contre, elles sont moins politisées, elles sont moins intégrées au système politique, elles sont également même moins intégrées, moins présentes dans les associations. Donc tout se passe comme si vous voulez, les femmes étaient sensibles aux questions sociétales, mais ne trouvaient pas dans l'offre politique des réponses satisfaisantes à leurs yeux pour traiter de ces questions et s'y investir. Donc, ce qui pose probablement une question de l'offre politique par rapport aux exigences et aux aspirations des jeunes femmes. Voilà, elles sont à la pointe du changement social, mais elles ne trouvent pas dans l'offre politique de réponses satisfaisantes à leurs aspirations. Et deuxième critère très important, le niveau d'études et le capital culturel familial. On l'a vu dans la typologie que j'ai présentée. Les démocrates protestataires, ce sont des jeunes qui sont très impliqués dans les questions sociétales, mais ce sont des jeunes de niveau d'études élevé et issus de familles qui ont un capital culturel important. Alors vous savez, cette notion de capital culturel, elle a été introduite dans la sociologie par un sociologue fameux qui s'appelle Pierre Bourdieu. Et là, on l'a mesuré par ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire une mesure approximative, mais qui permet quand même de l'évaluer. On a demandé aux jeunes combien de livres il y avait dans le foyer de leurs parents. Et ce simple critère s'est révélé extrêmement discriminant. Voilà. Donc, par exemple, les démocrates protestataires sont issus de familles dans lesquelles ce capital culturel, ce nombre de livres au foyer des parents est très important, alors que les désengagés, c'est exactement l'inverse. Donc, ça veut dire qu'il y a une reproduction culturelle de l'engagement sociétal et politique, et qu'il y a une partie importante de la jeunesse issue de ces familles à faible capital culturel, finalement, qui reste un peu à l'écart de la société. Et le drame, c'est que l'école, manifestement en France, ne parvient pas à réduire ou à combler ce handicap culturel initial. Voilà, là, il y a manifestement un échec du système scolaire. Voilà, si vous voulez, ce qu'on pouvait dire pour résumer notre étude. On va peut-être s'arrêter là en vous remerciant de votre attention, en rappelant donc que l'enseignement fondamental, hein, c'est que
il y a cette unité de la jeunesse et en même temps cette diversité, que le rapport avec les générations antérieures, certes, il y a des différences importantes, mais si on veut aller jusqu'au bout de notre raisonnement, nous ne pensons pas qu'il y a un divorce complet entre ces jeunes, entre les jeunes d'aujourd'hui et les générations antérieures, mais il y a incontestablement des sensibilités différentes sur un certain nombre de sujets. J'ajoute une dernière chose, cette enquête a été publiée à la veille de l'élection présidentielle de 2022 et dans l'introduction qu'on avait écrite, on attirait l'attention des candidats sur le fait qu'il y avait peut-être des motifs de réflexion, des sujets de réflexion pour eux à l'occasion de cette élection. Nous n'avons été contactés que par une seule candidate dont évidemment je tairai le nom. Aucun autre candidat n'a trouvé que cette enquête était intéressante, alors qu'il y a eu un gros battage médiatique au cours à l'occasion de la publication de ce rapport. Mais après l'élection présidentielle et après l'élection législative, les mêmes candidats se sont lamentés sur le niveau énorme d'abstention des jeunes de 18 à 24 ans. Et pour nous, ça a été à la fois une déception, non pas qu'on pensait que cette enquête pouvait tout résoudre, mais que justement pour les responsables politiques, elle était peut-être un motif d'attention, mais je crois que nous étions naïfs. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. Merci infiniment. Allez-y. Oui, je voulais juste ajouter un mot, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur la déviance. Qu'est-ce qu'on entend par déviance? Alors là, on ne mesure pas la déviance. Dans l'enquête, on mesure un niveau de tolérance à des comportements déviants. On ne mesure pas la déviance en tant que telle. On n'a pas demandé aux jeunes si eux-mêmes pratiquaient des actes déviants. Mais on leur a demandé s'ils trouvaient tolérable un certain nombre de comportements déviants. Alors, on a cité 1, 2, 3, 4, 5. Ne pas payer son billet de train, conduire sans permis et sans assurance, toucher des indemnités, des aides publiques auxquelles on n'a pas droit, tricher à un examen et refuser un contrôle d'identité demandé par les forces de l'ordre. Et en fait, toutes ces réponses à ces 5 items sont très corrélées, très corrélées. Donc, quand on admet un de ces comportements, on a une forte probabilité d'admettre aussi plus ou moins les autres. Et donc, on avait pu construire une sorte de score de tolérance à la déviance. Et ce score de tolérance à la déviance est lui-même très corrélé au score de tolérance à la violence politique. Voilà. Donc, voilà. Donc ça fait relativement système. Il y a une partie des jeunes qui ont un niveau de tolérance assez élevé à la fois à la déviance et à la violence politique. Alors, pas tous les jeunes, hein, bien sûr, mais une minorité significative des jeunes. Donc, merci beaucoup pour ces propos. C'est effectivement passionnant. Je voudrais juste signaler à l'assistance que le rapport en complet fait en effet 178 pages, si je ne m'abuse, mais qu'il se lit très bien. Voilà, je l'ai fait pour vous. Et donc, vraiment, j'invite les gens à se plonger dedans parce que c'est absolument passionnant. Vous avez répondu tout seul à une première question que j'avais, qui était la réception du monde politique par rapport à cette enquête, voilà, puisque c'est effectivement très frappant hein, de voir un jeune sur 2 qui ne considère pas très important de vivre en démocratie. Je trouve que ce chiffre est absolument effarant. Je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien, et en effet, ça révèle une crise politique qui est extrêmement importante. On a l'impression finalement de 2 mondes qui n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre finalement. Des jeunes qui se désintéressent complètement de la façon dont la politique est pratiquée, et un monde politique qui, de son côté, ne regarde pas ce désintérêt non plus. Alors attention, hein, excusez-moi de vous couper, une partie des jeunes s'intéressent à la politique en dehors des grandes causes que j'ai présentées rapidement. Nos démocrates protestataires, je pense qu'ils sont très impliqués, enfin c'est notre hypothèse, hein, on n'en a pas parlé, c'est mon hypothèse, mais je la soumets à Olivier. Je pense que beaucoup de ces démocrates protestataires, par exemple, sont actuellement mobilisés sur la réforme, contre la réforme des retraites, et que certainement parmi tous les jeunes qui défilent, entre les révoltés, les démocrates
démocrates protestataires, on devrait en trouver beaucoup. Donc attention, il y a une minorité, mais c'est vrai que globalement, cette jeunesse ne se reconnaît pas dans l'offre politique et ça se traduit encore une fois par les taux d'abstention très importants. Et juste sur la réception, il y a un contraste saisissant entre justement le fait qu'une seule candidate, donc enfin son équipe, a voulu nous rencontrer au cours d'une réunion qu'on peut dire un peu surréaliste où il y avait les représentants de cette équipe qui étaient en charge des rapports avec la jeunesse, qui ont passé quasiment tout leur temps pendant la réunion à regarder leur smartphone et à écouter vraiment avec très peu d'attention ce qu'on leur disait. Et ça, d'un côté, donc ce faible intérêt des responsables politiques et l'énorme intérêt qu'a suscité cette enquête auprès, aujourd'hui de vous, par exemple, d'une structure comme la vôtre, mais aussi de l'Université de Bretagne Sud sur les territoires. On a eu énormément d'associations qui s'occupent de relations avec les jeunes, au point qu'on a dû décliner beaucoup de propositions qui nous ont été faites, d'organisations syndicales, d'organisations patronales, les compagnons du devoir et beaucoup d'autres nous demandaient à nous rencontrer tout simplement parce que, comme vous, ils sont en contact quotidiennement avec ces jeunes. Et donc, alors là, le contraste, c'est pas simplement entre le monde politique et la jeunesse, c'est le contraste entre le monde politique et ce qu'on appelle la société civile. Vraiment saisissant. Et encore aujourd'hui, on est avec vous, mais encore aujourd'hui, il y a des demandes de présentation, on reçoit des demandes de présentation de ce sondage. J'ai l'impression qu'Olivier a un problème avec… Ah, zut, on l'a je vois peut-être perdu. Je vois que son image est figée. Est figée. J'espère qu'il va réussir à nous rejoindre. Je continue sur ce thème de la politique, alors un thème qui est peut-être comment dire, anecdotique dans l'étude, mais qui est la tolérance à la violence politique. Puisque donc, vous avez dit qu'il y avait quand même un nombre significatif de jeunes qui étaient tolérants vis-à-vis de cette violence, avec comme exemple l'insulte au chef de l'État. Alors, l'actualité nous rattrape, voilà, si elle n'était pas forcément la même au moment où on vous a invité, vous avez fait cette enquête, mais en lisant cet exemple de violence politique dans le rapport, moi, j'ai pensé tout de suite à une publication comme Charlie Hebdo, qui s'est un peu fait quand même la spécialité d'exercer cette violence politique de cette manière-là. Est-ce que vous pensez que la tolérance à la violence politique, du coup, peut être liée à l'impact qu'a eu l'attentat de Charlie Hebdo dans le pays? Je sais pas. Je ne sais pas si c'est lié. Je sais pas ce qu'en pense Olivier. Je crois pas que ça soit tellement lié aux attentats de 2015. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'enquête, il y a énormément de données qui montrent que, donc, comme je le disais, 1 sur 2 des jeunes de 18 à 24 ans considèrent que c'est normal de se confronter avec les élus. Alors, faut reconnaître que peut-être on aurait pu poser la question autrement, mais nous l'entendons comme éventuellement avoir un rapport de violence physique avec les élus. Comme vous savez, beaucoup d'élus sont aujourd'hui soumis à des agressions physiques. L'insulte au chef de l'État, évidemment, c'est quelque chose que donc ces jeunes admettent, mais alors surtout dans notre enquête, c'est près d'un jeune sur 4, un jeune sur 5 qui considère que pour se faire entendre, on peut casser le mobilier urbain. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. Et du coup, quand on voit les violences qui ont lieu actuellement, en dehors de groupes très organisés comme les tristement fameux, selon moi, Black Bloc, en dehors de ça, on voit qu'effectivement, dans une partie de la jeunesse, il y a cette idée, alors qu'on peut ensuite interpréter, que puisqu'on ne peut pas se faire entendre, effectivement, casser, aller à des manifestations pour tout péter, on va tout casser, cette idée de tout casser qui est peut-être certainement liée, alors d'abord à une histoire très longue en France, de l'acceptation de la violence de rue, sans doute aussi à la crise des Gilets jaunes et à la manière dont cette violence a été visible dans toute la France pendant plusieurs mois, fait qu'effectivement une partie de nos jeunes sont sur ces positions, une partie d'entre eux donc assez sensibles. Et encore une fois, ensuite, dans nos groupes, Olivier l'a rappelé, les démocrates protestataires, eux, ils ont une forme de refus de la violence, mais les révoltés et les intégrés transgressifs, comme on a dit, sont eux aussi des jeunes qui sont non pas attirés par la violence, mais qui en tout cas ne répudient pas la violence et considèrent que ça peut être légitime aujourd'hui. Oui, alors je voudrais rajouter un ou deux points à ce qu'a dit Marc.
Ce que montre notre étude, c'est que cette question de la violence politique, ça semble dépasser assez largement ce qu'on a appelé les Black Blocs. Oui. Les Black Blocs, voilà, c'est un petit groupe, des petits groupes activistes ultra radicalisés. Mais ce que montre notre étude, c'est que la tolérance à la violence politique, probablement, elle est plus large que ce groupe de très petites minorités ultra radicalisées. Voilà. Il y a une tolérance plus large, il y a un halo autour de ces groupes très, très, très activistes. Donc, voilà, c'est à prendre en compte. Il ne faut pas réduire, probablement, il ne faut pas réduire cette question, si vous voulez, de la violence politique simplement à des minorités ultra radicalisées. C'est quelque chose de plus large. Et puis, ce qu'il explique aussi, je pense, c'est que c'est la perte de crédibilité du système politique. Je dis le chiffre de tête, mais je crois que c'est à peu près ça. Je crois qu'il y a 68% des jeunes qui pensent que les hommes politiques sont plutôt corrompus. 69 exactement. Donc, c'est 69%, voilà. Donc, c'est énorme, si vous voulez, c'est énorme. Donc, il y a l'idée que l'offre politique, pour une large partie des jeunes, est totalement démonétisée. Donc, évidemment, ça ne donne pas confiance dans le système politique. Et ça ne donne pas confiance dans la participation à l'action politique traditionnelle. Et parmi les révoltés, j'ai vérifié ce chiffre, il m'a frappé. Il y a une très très forte majorité qui pense que le vote est inutile. Donc, vous voyez, ce n'est pas le cas de l'ensemble des jeunes, mais parmi les révoltés, il y a une très forte proportion d'entre eux qui pensent que le vote est inutile. Et puis, dernier point, je pense que l'urgence écologique a changé la donne. C'est-à-dire, les jeunes, évidemment, sont très sensibles à cette question écologique et ils trouvent que ça ne va pas assez vite. Ils trouvent que les changements sont trop graduels, trop lents. Bon, je pense que ces changements ne peuvent être que graduels et relativement lents parce que, on le voit bien, ça se passe au niveau européen, ce sont des compromis, ce sont des négociations, il y a différents intérêts à prendre en compte, donc c'est compliqué, c'est lent, c'est progressif. Et ça, il y a une partie des jeunes qui ne l'admet pas et qui pensent que les changements sur ce plan écologique, sur le plan de l'environnement, devraient être beaucoup plus radicaux. Donc ça, probablement, ça entretient l'idée que le système politique n'est pas à la hauteur de l'exigence qui relève de la crise climatique aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur ces questions de violence et de politique. Oui, alors, effectivement, Madame Le Goff dit, mais en 68, la jeunesse avait pu parfois faire preuve de violence dans ses affrontements avec les forces de l'ordre. Effectivement, c'est l'époque où on criait CRSSS, qui d'ailleurs n'est pas une invention de 68, hein, mais qui était une invention des grèves des mineurs de 1947-1948. Cette acceptation de la violence, alors c'est très intéressant parce que les études d'un de nos collègues qui s'appelle Sébastien Rocher démontrent les périodisations de la violence en France. Et pour la jeunesse, mais plus généralement pour la violence. Il y a une grande période d'affrontements violents dans la période justement des débuts de la guerre froide, 1947-1948, avec des grèves insurrectionnelles liées d'ailleurs à l'action de la CGT, du Parti communiste et de la violence de la répression. Puis il y a les années 60, bien sûr la guerre d'Algérie, le 17 octobre 61, la manifestation de FLN où il va y avoir des dizaines, voire des centaines de morts, les 9 morts du 8 février 1962 au métro Charonne à Paris, et puis 68, vous avez raison, là c'est une grande période très intense de violence avec des rapports extraordinairement compliqués avec la police. D'ailleurs, si vous voulez, Olivier pourra vous présenter aussi, parce qu'on a posé des questions sur les rapports entre les jeunes et la police, et Sébastien Rocher montre qu'ensuite il y a une grande période d'apaisement qui va en gros de la fin des années 70 ou plus exactement début des années 80 jusqu'au début
des années 2000. Et depuis le début des années 2000, de nouveau, une forme d'acceptation de la violence, de pratique de la violence et aussi de la violence des forces de l'ordre, les théories des forces de l'ordre et la conception du maintien de l'ordre ayant de nouveau évolué. Dans les années 80, justement, le climat est plus apaisé et à partir du début des années 2000, il y a effectivement une sorte de retour à la période de la loi anti-casseurs de 1972, de brigades motorisées pour réprimer les manifestations. Donc, effectivement, il y a des cycles, mais nous sommes actuellement dans un cycle où il y a encore une fois une acceptation de la violence. Alors après, on peut s'interroger évidemment sur les origines de cette violence. Olivier vient d'indiquer un certain nombre d'hypothèses. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait une question, malheureusement, les élus ne tiennent pas leurs promesses. Oui, bien sûr, mais est-ce que pour autant ça justifie le recours à la violence physique? Ça, c'est une autre question. Et juste sur les 69% de nos jeunes qui pensent que tous les hommes politiques sont corrompus, c'est exactement le même pourcentage qui a été relevé dans le baromètre de la confiance politique qui a été publié récemment par un autre centre de Sciences Po qui s'appelle le CEVIPOF, qui chaque année fait une enquête sur le baromètre de la confiance politique. L'ensemble des Français, pour l'ensemble des Français, 69% de nos compatriotes pensent que tous les hommes politiques sont corrompus. Donc effectivement, ça renvoie à j'allais dire, une défiance politique très forte dans notre société et qui est marquée chez ces jeunes et qui, pour les jeunes, en plus, s'accompagne de cette difficulté à s'orienter dans l'offre politique. Ce sentiment que, voilà, on est intéressé par la politique, certains beaucoup plus que d'autres. Et j'attire votre attention à cet égard parce que je sais que vous êtes beaucoup au contact de jeunes dans des territoires semi-ruraux, petites villes, etc. 26% de nos jeunes sont désengagés. Olivier l'a dit, c'est-à-dire 1 sur 4 ne s'intéresse pas à ces questions de société, sont complètement à l'écart de tout cela, et c'est des jeunes justement qui sont dans des petites et moyennes villes et dans des régions rurales. Oui, sur la violence politique, effectivement, elle a existé dans le passé. C'est difficile de mesurer l'évolution. On n'a pas d'enquête comparable qui aurait été menée il y a 30 ou 40 ou 50 ans. Il me semble néanmoins qu'il y a quelque chose de nouveau, de relativement nouveau, c'est l'agression à l'égard des élus. Je n'ai pas le sentiment que c'est des choses qu'on voyait il y a 30 ou 40 ans. Voilà, et donc, qui participent à ce discrédit de la classe politique. Ça me semble quand même relativement nouveau. Et qui s'accompagne du coup, qui a que pour conséquence que, comme vous le savez, aux récentes élections municipales, beaucoup de maires ne se sont pas représentés et qu'il y a eu parfois des difficultés à trouver des candidats pour occuper le poste justement de maire. Oui, alors juste un mot sur la police, effectivement. Voilà. Si vous voulez, c'est contraster la question de la police, parce que lorsqu'on regarde les enquêtes un peu générales sur les rapports des jeunes avec la police et sur leurs attitudes à l'égard de la police, finalement, les jeunes ne sont pas si critiques qu'on le pense à l'égard de la police. La police, par exemple, on le voit à travers les enquêtes sur les valeurs européennes que je connais bien, il y a une proportion importante et une majorité de jeunes qui fait plutôt confiance à la police. Ils ont aussi confiance dans l'armée, d'ailleurs. Mais par contre, il y a une partie des jeunes, probablement, enfin une minorité des jeunes, qui a des rapports très conflictuels avec la police. Alors plutôt effectivement, dans les cités, dans les quartiers sensibles, dans les quartiers prioritaires de la ville, dans ces quartiers où ont eu lieu les émeutes urbaines de 2005, dont dont l'étincelle a été les rapports très conflictuels avec la police. Et donc là, on a des abcès de fixation très, très, très vifs entre les jeunes et la police. Et évidemment, ça concerne partie des jeunes d'origine immigrée
et des jeunes, je rappelle ce résultat, hein, qui pensent vivre dans une société structurellement raciste pour une partie importante d'entre eux, et qui pensent probablement, évidemment, que la police est le bras armé de cette société qui leur est foncièrement hostile. Et donc là, on a un problème très grave en France, hein, dans ces quartiers dits difficiles, dans ces quartiers sensibles, qui est passé sous les radars, hein. Personne n'en parle. C'est un sujet qui a disparu du débat politique, pour ainsi dire, mais qui existe toujours et qui est un grave problème, à mon avis, de la société française, qui n'a pas bien réussi l'intégration sociale et culturelle de cette jeunesse d'origine étrangère. Alors, ça ne veut pas dire que tous les jeunes d'origine étrangère rencontrent des difficultés, ne parviennent pas à s'intégrer, bien sûr. Il y en a une partie, heureusement, qui y parvient, mais il y a une forte minorité qui n'y parvient pas. Ces jeunes-là souffrent aussi, il faut le dire, toujours de discrimination à l'embauche. Donc voilà, donc il y a tout un contexte sensible qui concerne cette partie de la jeunesse et qui est maintenant qui n'est pas traité par le personnel politique. Et j'insiste enfin sur le point que c'est un problème tout à fait différent de l'immigration, parce que ce sont des jeunes de nationalité française, certes d'origine immigrée, mais de nationalité française. Donc, ça n'a rien à voir avec les discours qu'on peut entendre sur l'immigration. Ce sont des jeunes français et qui sont mal intégrés, une partie d'entre eux, dans la société française. Alors, il y a une question sur les désengagés. Est-ce que ça signifie qu'ils ne sont pas intéressés? Oui, c'est-à-dire que dans cette répartition des jeunes, cette répartition est liée fondamentalement aux questions politiques et aux grandes questions justement qu'on posait aux jeunes. Quels sont les grands sujets, les violences faites aux femmes, le racisme, etc., etc. Oui, un jeune sur quatre n'est pas motivé, n'est pas prêt à s'engager, ne répond pas trop à ces questions. Comme le disait Olivier, c'est plutôt, je veux dire, ma vie quotidienne qui l'emporte, qui est le sujet prioritaire, si j'ose dire, de mon existence. Là, il y a une fracture qui renvoie au niveau d'études, hein, encore une fois, comme l'a dit Olivier tout à l'heure à la fin de la présentation, au capital culturel des familles. Et là, c'est aussi un élément de très grande préoccupation, parce qu'encore une fois, pour simplifier, disons que, et sans vouloir trahir la qualité de notre enquête, ce sont encore une fois des jeunes des milieux ruraux, des petites et des moyennes villes, et avec un faible niveau d'instruction. Et donc, qui très souvent sont aussi des jeunes qui ont eu le sentiment que l'école n'a servi à rien, qui ont eu le sentiment d'être mal orientés. 1 sur 4, c'est absolument considérable et particulièrement préoccupant. Et c'est pour ça que notre indignation au fait que les politiques n'aient pas répondu à ça et montre effectivement leur cécité par rapport aux générations actuelles. C'est un élément important. Je vois aussi qu'il y a une question sur les réseaux sociaux. Et là, je veux dire, on est un peu frustré dans notre enquête parce qu'on avait posé une question sur comment les jeunes s'informent. Et on pensait qu'il y aurait énormément de choses sur les réseaux sociaux et ça n'a pas été le cas. Quand on leur demande comment ils s'informent, c'est toujours finalement la télévision, les journaux et les réseaux sociaux apparaissent très loin. Mais il faut reconnaître qu'on n'a pas pu approfondir cette question. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler quand même un élément qu'on n'a pas pu présenter au début, c'est que cette enquête s'est faite par online, donc par ordinateur, d'une part, et que l'organisme avec lequel on a travaillé, Louis Harris Interactive, nous a expliqué que pour ce type d'enquête, on ne pouvait avoir que 25 minutes d'interlocution avec ceux qui répondent aux questions. C'est-à-dire que le temps est limité. Au-delà de 25 minutes, les gens décrochent. Donc, on avait au départ, Olivier et moi, fait un énorme questionnaire avec de multiples questions et on a dû faire un choix toujours douloureux, ça a été de réduire ce questionnaire. Et évidemment, votre question sur les réseaux sociaux, elle est fondamentale et sans doute ça mériterait un jour une autre enquête, hein. On a pu vraiment l'aborder, il faut le reconnaître, que marginalement, malheureusement, sur cette question qui sans doute est absolument fondamentale.
Comme je vois que l'heure tourne, mais merci beaucoup pour vos propos. Je vais peut-être poser une dernière question qui est plus une question de méthodologie, puisqu'à un moment dans le rapport, vous faites bien la distinction, à plusieurs moments d'ailleurs, entre un effet d'âge et un effet de génération. C'est-à-dire le fait que des caractéristiques des 18-25 ans, quand ils n'auront plus 18-25 ans, ils n'auront plus ces caractéristiques-là parce qu'ils seront, voilà, ils auront évolué aussi. Et vous essayez du coup de distinguer ce qui relève vraiment de l'effet génération, c'est-à-dire des choses qui vont rester même une fois qu'ils ne seront plus jeunes comme aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez du coup nous en dire juste un petit peu plus sur des choses qui relèvent de la génération et des choses qui relèvent davantage de l'âge? Alors, nous sourions parce que Alors, c'est le thème favori d'Olivier et nous avons un point de désaccord là-dessus. Et donc, je laisse Olivier présenter son analyse. non, je ne suis pas sûr qu'on ait un point de désaccord. Simplement, si vous voulez, notre étude ne permet pas de De trancher. différencier effet d'âge et effet de génération. Parce que pour le faire, il faudrait pouvoir comparer des classes d'âge à des dates différentes. C'est-à-dire, il aurait fallu, génération des parents, on ait pu interroger ses parents lorsqu'ils étaient jeunes. On aurait pu comparer les réponses des parents lorsqu'ils étaient jeunes aux réponses des jeunes aujourd'hui. Évidemment, ça, notre enquête ne le permet pas. Donc, on est réduit évidemment à des hypothèses et à des hypothèques. Donc, c'est difficile de répondre à cette question, mais il y a certains éléments qui permettent de le faire quand même. Mais alors là, qui ne relèvent pas de notre enquête. Par exemple, l'INSEE fait un bilan de l'abstention systématique aux différentes élections nationales par classe d'âge. Et lorsqu'on regarde ces résultats, on voit bien qu'il y a une augmentation notable de l'abstention systématique chez les jeunes, d'élection en élection. Donc, le mouvement de distanciation à l'égard de la politique semble bien relever, pour partie au moins, d'un effet de génération. Voilà. Pour le reste, c'est difficile, évidemment, de se prononcer en toute rigueur scientifique. Mais pour quitter un tout petit peu la rigueur scientifique, notre petit désaccord depuis qu'on a terminé cette enquête, c'est que Olivier, sur la base de son expérience, et encore une fois, je répète, hein, c'est lui le spécialiste, dit, d'après moi, c'est un effet d'âge et un certain nombre de choses se dissiperont. Et moi, je fais l'hypothèse que... on t'entend plus, Marc. Ah, bon, bah tant pis alors. Si, Marc, Ah, on vous entend, c'est d'accord. Olivier qui ne doit pas vous entendre. Non, et donc Olivier pardon. insiste sur le fait, encore une fois, du fait de son expérience en tant que sociologue de la jeunesse, que c'est quelque chose qui relève plutôt d'un effet d'âge et que ça se dissipera en quelque sorte en vieillissant. Je caricature un peu. Et moi, par hypothèse, je me dis que c'est tellement important ces questions qu'il devrait y avoir un effet de génération, comme on a pu parler d'une génération mai 68, par exemple. Voilà. Mais comme on dit dans ce cas-là, et pour terminer, vous laissez à vos travaux, l'histoire tranchera. Tu parlais de l'effet Covid, c'est ça? Non, à la fois le Covid, mais aussi toutes ces questions de bouleversements liés au changement climatique, au rapport entre garçons et filles, etc., etc. Donc, je pense que ça ne se dissipera pas simplement par effet d'âge. Mais encore une fois, là, on est dans la spéculation et Là, dans je suis des d'accord hypothèses. avec toi. Je ne suis pas en désaccord avec toi. Non, je ne suis pas en désaccord avec toi. Non, bien sûr. Il y a manifestement un aspect générationnel dans cette évolution de la jeunesse, c'est clair. Simplement, ça concerne pas, encore une fois, ça ne concerne pas forcément tous les jeunes. Absolument.